Hello, c'est la bichette du futur qui vous parle actuellement. Je suis en plein montage. J'ai bientôt fini, il me reste un rush et j'ai un petit souci de son au début. Je suis vraiment désolée du mini décalage tout petit, tout petit, tout petit, tout petit qu'il y a. Et surtout, les 20 minutes suivantes, euh, le son est bon, mais euh, j'ai un problème d'exportation en fait au montage pour les deux rushs suivants. Et du coup, la qualité d'image est digne de 2008. Je suis vraiment, vraiment désolée. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo quand même. Hey! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'avais envie. Écoutez, la canicule certainement aura laissé des traces. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Euh, on se retrouve, mais absolument pas du tout transpirante aujourd'hui parce qu'il fait froid. Voilà, c'est pour ça que je profite pour filmer. Et comme il fait froid, c'est le retour du cappuccino. Pourquoi j'ai fait une tête? C'est très bon, d'accord, c'est juste comme j'avais les dents un peu froides parce qu'il fait froid. J'ai pris un peu cher. Super. Comme vous l'avez compris, parce que vous savez lire probablement, sinon je sais pas ce que vous faites là. Cette vidéo est une vidéo sur les livres que j'ai lus cet été. Disclaimer 1. J'ai pas fait mes favoris parce que sinon il y aurait eu 2 livres parce que il y a des trucs qui m'ont un peu saoulé dans d'autres bonbons. C'est le chat. Il y a le chat sur ma chaise, donc là j'ai pris une autre chaise que ma chaise habituelle. Il y a le chien couché à l'autre bout de la chambre. Voilà. Ça c'est donc mon disclaimer 1. Disclaimer 2, j'ai lu 9 livres. 4 comics, 5 romans. Parce qu'il a fait terriblement chaud. Que je suis allée chez mon grand-père. Alors non, vous rappelez-vous quand même que d'abord j'ai passé 2 semaines au Royaume-Uni début juillet. Donc... Enfin, pas de 2 semaines. Non, 10 jours. Et je suis rentrée assez tard dans le mois de juillet. Enfin début juillet. Mais donc j'avais déjà perdu du temps. J'ai eu la flemme aussi parfois, faut l'avouer. Puis je suis allée chez mon grand-père. J'ai lu quand même 3 romans chez mon grand-père, mais je suis allée chez lui. Enfin, il a fait. Bref, j'ai pas lu autant que j'aurais voulu. Enfin, si j'ai atteint le point que je voulais atteindre au mois d'août dans mon Goodreads. Vraiment. Mais bon. Et disclaimer 3, je vais être énervée. Pour plein de choses, vous allez voir. Je vais essayer de me contenir parce que quand même, voilà. Mais je suis un peu vénère. Ok. Sinon, est-ce que vous avez remarqué que j'ai fait un close-up pour plus qu'on voit mon lit qui est toujours bizarre. Bon, là, il y a tous les livres dont je vais parler et là, c'est mon cadre avec ma photo avec Sylvester McCoy qui est normalement devant mes livres que j'ai changé parce que j'ai changé toute place. Du coup, j'ai dû mettre des trucs devant. Enfin, bref. Pourquoi je me redemande à la place au rendez-vous? Et j'ai aussi changé, j'ai mis tout ce qui est Game of Thrones et compagnie. House of the Dragon, Song of Ice and Fire ici. Et voilà, ça monte comme ceci. Voilà, ça fait déjà quelques minutes que cette vidéo a commencé, donc je vous propose d'y aller en direct. Et je vais pas faire par ce que j'ai le moins aimé jusqu'à ce que j'ai le plus aimé. On va aller les comics, ensuite je ferai les romans. Mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dire que cette vidéo était 100% VO anglaise parce que pour pardon, j'allais dire for some reasons, j'ai décidé de lire qu'en anglais. Oh là là, le café, je suis navrée. J'ai décidé de lire qu'en anglais, alors est-ce que c'est mon cerveau qui a décidé qu'il fallait peut-être que je m'y remette parce que je commençais mon master irlandais dans quelques jours, maintenant 11 jours. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, je vous dirai s'il y a des traductions. Je ferai la traduction que pour une seule chose que j'ai lue. Mais à mon avis, le reste devrait pas tarder pour certaines choses parce que je pense que ça marcherait très bien et ça a dû déjà très bien marcher. Et je pense qu'il y a 2-3 maisons d'édition dont je tairai le nom de Saxus, Bragelonne, je sais jamais comment on dit, qui sont sur le coup, je pense. Ok, let's go, comics, c'est parti. Hey, The Mystery of the Meanest Teacher. Est-ce que ça vous rappelle pas? Le petit roman graphique avec Exatana? Si. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est dans la même collection. Voilà. Sauf que celui-là, c'est sur John Constantine. Et que si on me connaît, on sait très bien que John Constantine, c'est mon personnage masculin préféré de l'univers DC Comics. Donc bon, comment dire,
Il faisait partie du duo, enfin il faisait un duo avec l'autre dans mes cadeaux d'anniversaire de l'année dernière, et j'ai pas eu cette année, donc presque un an et demi plus tard. Artemis, Buffy, si vous voyez ça, je suis vraiment désolée. mais il était bien. Je crois que je l'ai mis 4 sur 5 sur Goodreads. Parce que je l'ai un poil moins aimé que le Zatanna. Parce que ben, l'autre c'est Zatanna. En gros, ça raconte l'histoire de John Kidd Constantine. Parce que ça dépend vraiment dans la série. Dans le film, ils disent Constantine. Et je crois même qu'en fait, dans l'épisode crossover de tout le truc de la reverse, Lucifer, parce qu'il y a Lucifer, dit Constantine et John lui dit Constantine. Sauf que dans The Sandman, ils disent Constantine et il me semble que c'est la vraie prononciation. Mais moi, les Anglais ils disent mon nom Clementine et les Américains disent Clementine. Alors moi, je sais jamais, ok. Bref, c'est la version enfant de John comme c'était la version enfant de Zatanna. Et en fait, c'est tellement un troublemaker, il fout tellement le bazar dans sa vie que il doit se barrer aux États-Unis pour échapper à des démons, je crois. Non, des fantômes, enfin bref. Et aux États-Unis, il arrive et en fait, il rencontre Anna. Et ensemble, ils trouvent que leur professeur, elle est un peu bizarre, elle est souvent méchante, ce genre de choses. Et ils se disent, elle est peut-être bien magique, cette professeure. Et ensuite, il se passe toute l'aventure de découvrir l'identité de la professeure, tout ça, les petites péripéties magiques, voilà. Mon avis personnel, c'est que, GG vraiment à Ryan North d'avoir réussi à donner la personnalité archi relou. Parce que John Constantine est très chiant, je l'aime trop, mais il est casse-couille, vraiment. Un gosse. Genre vraiment, genre le... Comment dire en français? Genre les manières, le comportement, c'est vraiment Big John, quoi. Vraiment. Voilà, donc pour ça, j'ai bien aimé, mais après, parfois j'ai trouvé ça un peu pas très bien enchaîné. Enfin, c'est pour les enfants, hein, donc pour les enfants, il n'y a pas de souci. Enfin, pour les enfants, oui, je peux dire ça entre 9 et 13 ans, je pense. Il n'y a pas écrit les âges, mais bon, c'est pour DC Kids, donc j'imagine que dès que tu peux lire correctement, il y a des choses qui font un peu plus flipper que... j'allais dire les Teletubbies, mais les Teletubbies font flipper. Donc bon, bref. On peut pas s'attendre à un récit incroyable, super bien développé, avec des trucs assez compliqués, complexes, enfin ce genre de choses, parce que c'est fait pour les enfants. Mais peut-être que j'aurais aimé un petit peu plus, quoi. Donc je l'ai mis 4 sur 5 sur Goodreads. Je pense que je vais commencer à mettre les notes aussi, parce que sinon pourquoi je m'embête à noter sur Goodreads en fait, parce que... Donc, et regardez les dessins, ils sont jolis. Voilà. Est-ce que je viens de passer 10 minutes à parler de Johnny the Kid Constantine? Peut-être bien. Next. C'est le petit tome 2 ils sont que 2 d'ailleurs. Des très courts épisodes sur Mockingbird. J'avais lu le premier il y a quelques temps. Il fallait absolument que je lise le deuxième. Et je me souviens bien pourquoi est-ce que j'ai pas lu le deuxième tout de suite. Enfin si, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à lire le deuxième. Et que ça m'a... Comment dire ça de manière polie? Ça m'a un peu saoulée, quoi. Genre vraiment... Je trouvais que le récit de celui-là était bien moins intéressant. Enfin, si, il est intéressant pour les choses dont il parle. Mais... ça m'a pas captivé davantage, en fait, c'est tout. Enfin, j'ai trouvé les thèmes importants. Et après, le reste, moins. Voilà. Le tome 2, ce qui est bien... En fait, vous connaissez Mockingbird, parce que peut-être je devrais commencer par là. Mockingbird, Bobby Morse, c'est une agente. C'est une agente du Shield, Bobby, je crois. Oui, il me semble. Qui est peut-être plus connue pour avoir été la femme de Clint Burton.
aka Hawkeye. J'espère que vous avez vu la fin de la saison 1 sur Disney+, parce que ça en parle un peu. En gros, elle est giga badass, quoi, elle est trop cool. Et dans ce tome 2, elle est sur une croisière, elle est dans une croisière, et il y a le procès de Clint qui est censé avoir tué Hulk. Bref. Enfin bref, c'est ce genre de choses. Et cette croisière se passe d'une manière complètement farfelue, il n'y a rien qui va, enfin bref. Voilà, c'est l'histoire. Et alors, ce que j'ai bien aimé dedans, c'est vraiment... comment dire, c'est un peu une ode aux fans finalement, parce que il y a des fans cosplayés dans toute la croisière, et ces fans cosplayés vont avoir un rôle super important dans la résolution de l'affaire en fait. Ça j'ai bien aimé vraiment, genre les fans ils sont super super importants, tout ça. Comment vous expliquer plus loin? Il y a des thèmes, je veux dire, Ask Me About My Feminist Agenda, c'est pas que pour du lol quoi. Il y a des problèmes qui sont soulevés dans le petit tome, mais j'ai pas compris d'où ça venait en fait. Alors voilà, ça c'est le problème quand on lit des comics, parfois il nous manque un pan comme ça là de background, parce que ça part dans un sens et ça part dans l'autre. Et puis il y a peut-être qu'il manquait un mini bout qui a fait 3 pages dans un collector comme ça, enfin dans un truc collectif du groupe Avengers entier, j'en sais rien. Mais du coup pour moi ça faisait pas trop de sens et j'ai largement préféré le premier. Voilà, donc je crois que je l'ai mis 3 sur 5, je vérifierai, je mettrai les étoiles. Mais bon, j'aime trop Bobby, donc qu'est-ce que je dise. C'était très mal expliqué, mais next. Je suis restée dans le Marvel et j'ai enfin lu Nomad, Girl Without a Word. Je l'ai depuis 2019, je crois. Je l'avais commandé quand j'habitais en Angleterre parce que c'était bien plus facile de se les procurer, je vais dire prodiguer, mais ça n'a aucun rapport. Je suis navrée, il fait nuit vraiment. J'ai mis la luminosité au max, mais j'ai l'impression qu'il fait vraiment nuit. Donc, si j'aime la lumière, ça va être dégueu. Attends, on va faire un test. Je déteste la lumière naturelle, mais je pense que la lumière artificielle, mais je pense que vu comment il fait moche dehors, c'est un must pour aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Ça parle de Ricky Barnes qui est le Bucky de Captain America Steve Rogers dans un autre univers en fait, et qui elle se retrouve en fait dans le monde normal, enfin la continuité principale, et elle doit s'adapter à cette continuité principale. Le plot en gros, c'est que dans son lycée, il y a une espèce de, je sais même pas comment dire, faction slash secte slash... on se croirait un peu, on n'est pas loin de Columbine, hein, si vous voyez un peu pour l'aspect, il y a peut-être quelqu'un qui va tirer dans tout le monde, vraiment. C'était très anxiogène, je trouve. Au début je me suis dit, il va y avoir une tuerie de masse là, dans un comic Marvel. En fait non, mais c'était un peu l'ambiance. Et elle trouve que c'est louche, et elle enquête sur cette organisation. Et en même temps, elle se fait remarquer dans le monde extérieur par d'autres ennemis et aussi par des amis, notamment Black Widow et Captain America, qui n'est pas Steve Rogers à la fin évidemment comme il est. Donc oui, désolée. Je crois que j'ai mis 4 sur 5 sur Goodreads, et mon problème principal c'est que j'ai trouvé que ça partait un peu dans tout n'importe quoi. J'avais vraiment du mal au début à m'installer dans l'univers en fait, parce que bon, c'est assez spécial, enfin le lycée, tout ça. J'ai aussi eu énormément de mal avec les designs. Voilà. Je suis ultra chiante avec les dessins, les designs et tout. Et si ça me plaît pas, je suis capable de ne pas lire en fait. Même si c'est un truc qui me plaît, le plot m'attire, les personnages je les aime trop. Ben les dessins, là je me souviens bien avoir à peine ouvert et avoir fait
Ah oui, c'est vrai. Voilà, ce qui est probablement une des raisons pour lesquelles j'avais poussé ce truc super loin dans ma pile à lire. Donc bon, je pense, honnêtement, ensuite, que pour certaines choses, ça va plaire à celles et ceux, à celles qui ont aimé la série Falcon Winter Soldier, parce que il y a des thématiques qui en ressortent. Alors peut-être pas tout le côté... les gens ils sont pas très contents d'avoir Captain America qui est noir. Voilà. Sur ça, non, puisque ben c'est pas le cas là. Mais sur le côté... disons que l'organisation qui est au sein du lycée, elle m'a fait vraiment penser aux Flag Smashers, vraiment. Il y a Ricky, certes, mais il y a aussi Bucky et Sam qui apparaissent à des moments donnés. Et ça seul, ça permet de faire le lien effectivement avec la série, mais c'est aussi le côté un peu street, un peu comment est-ce que je vis. Finalement, en fait, elle se retrouve dans cet univers-là aussi paumé que Bucky était paumé dans Falcon Winter Soldier, vraiment. Pour d'autres raisons, parce qu'elle n'est pas le Winter Soldier, mais elle se retrouve quand même complètement paumée également. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à en dire. Et j'espère vraiment qu'on verra Ricky, même juste dans un what if ou quoi. Girl! Girl! Voilà. Ensuite, j'ai lu le petit Penny Dreadful qui n'a pas de numéro. Ah si, il s'appelle 1, mais qui n'a pas de titre. Et en fait, c'est le préquel à Penny Dreadful. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être au bout de ma vie là d'un coup, mais je viens de me faire super mal au bras. Et j'ai un peu chaud d'un coup, la tête qui tourne et tout. Donc bon, on va peut-être un peu éviter... on va peut-être un peu éviter de s'évanouir à l'écran, n'est-ce pas? On va déjà faire ça, ça ira beaucoup mieux. Je vais dire pour ceux qui ne le savent pas, mais en fait je pense qu'à part les gens qui me connaissent vraiment très bien, personne ne sait. Penny Dreadful, c'est ma série préférée de la vie. J'ai le DVD, les DVD, l'intégrale juste là en dessous. On a rarement fait mieux à la télé, franchement. Ça n'a que 3 saisons, c'est disponible sur Netflix. Regardez-le, vraiment, c'est ce que je regardais là. Bref, regardez cette série. C'est un conseil d'amis, mais vraiment que les très bons amis donnent. Donc ça c'est le préquel en comics et il y a aussi le séquel en comics. Tout à l'heure je vous parlais du fait que je n'aimais pas du tout les designs dans Nomade, et là bah, en fait j'aime trop le blending des couleurs ensemble là. Oh, j'aime trop. En gros c'est les événements qui doivent se passer entre quelques semaines à la journée avant le début de la série. Donc je vous conseille vivement de regarder ça après avoir regardé au moins la saison 1. Parce que ça spoil allègrement certaines choses qui sont en flashback dans la saison 1. Alors du coup ben ça m'a pas fait apprendre grand chose. Surtout que moi je suis ultra fan de la série, donc tous les mini détails je les connais. Ça m'a pas du tout apporté tellement de choses, hein, on va pas se mentir. C'est juste que j'adore tellement les personnages de cette série. Genre j'aime tout le monde. Même les... Tout le monde est tellement nuancé en fait en tant que personnage dans cette série que on peut facilement aimer et ou du coup détester tout le monde. Hein. C'est pas interdit, hein, je veux dire, mais d'ailleurs j'ai pas enlevé l'étiquette Monox qu'il y a dessus. Voilà, j'ai enlevé l'étiquette, ça ira mieux. Ce que j'ai vraiment trop aimé, c'est qu'on a l'introduction de personnages qui n'étaient pas dans la série, des personnages du livre Dracula, c'est-à-dire Lucy et Quincy. Et Lucy, je l'aime. Je pense que c'est mon personnage de fiction préféré de tous les temps, c'est pour vous dire. Je l'aime dans toutes les réécritures quasiment, dans toutes les adaptations sur écran. Vraiment, Lucy, le sang. Et Quincy, je l'aime bien aussi. Donc c'est assez cool de voir leur relation dans un moment assez tendu hein, quand même, parce que bon, vous verrez. Mais... ou vous verrez pas.
Mais c'était vraiment, c'est ce qui m'a le plus, c'est ce que j'ai le plus apprécié finalement, puisque le reste ne m'a apporté pas grand chose. C'est vraiment juste un must de fan de la série en fait, vraiment. Et puis je la remonte de plus près, sans la ring light. Est-ce qu'on peut parler de cette couverture s'il vous plaît? Quand même incroyable. Peut-être que la robe est un poil trop décolletée, mais je vois à quelle robe elle fait référence cette couverture. Même le derrière. La couverture arrière est trop belle. Quatrième de couverture, j'ai oublié comment on parle dans ce pays. Voilà. Il y a aussi les séquelles du coup. Enfin, les séquelles. Oui, ce sont les séquelles, parce que cette série vous laisse des séquelles. Oui. La suite de la série, il faut que je l'achète aussi. Il faut que je l'achète aussi. Parce que c'est vraiment le sang Penny Dreadful. Vraiment. Je pense que ça a créé une intégrale et nouvelle personnalité à ma personnalité. Donc bon. Sur ce, passons au roman. Je vous avais prévenu, j'allais le lire très rapidement et je l'ai lu direct quand je suis rentrée d'Angleterre. Voilà, comme ça, c'est dit. Vous souvenez-vous de Love in a Time of Serial Killers? C'est trop chaud, j'ai trop froid. Enfin, bref, il faut mes cheveux. Donc de Alicia Thompson chez Penguin. Vous vous souvenez pas? Si vous vous souvenez pas, ça parle de Phoebe Walsh qui est une étudiante, qui est doctorante, et son père vient de décéder, donc elle retourne dans son petit village, son village, non c'est une ville, mais je pense que comparé aux méga grosses villes américaines, c'est un village pour la France, mais elle retourne donc dans sa petite ville natale, et pour ranger la maison de son père et se débarrasser de plein de choses et mettre la maison en vente. Et elle tombe sur un voisin qu'elle ne connaît pas, qui s'appelle Sam. J'ai vérifié parce que je me suis dit j'étais plusieurs. Ce voisin s'appelle Sam et en fait, elle fait sa thèse sur le true crime, et en bonne fan de true crime, je peux vous le dire, parfois on s'imagine des choses à force de lire et d'écouter et de voir certains trucs. Bah là elle s'imagine genre au début que Sam c'est un tueur en série. Voilà. Et au fur et à mesure, c'est une romance quoi. C'est pas. Il y a rien, et je vous l'avais dit la dernière fois, il y a absolument rien de gore, rien de criminel dans le livre. Hein. La seule mention de true crime, c'est celle où elle parle, elle, des livres qu'elle utilise dans sa thèse, et ou alors des noms de tueurs en série super cool. Et évidemment, j'ai mis 5 sur 5, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Alors, oui. Le schéma narratif de la romance pure, il est respecté. Donc ça reste un schéma narratif de la romance assez simpliste. Il n'y a pas de... Ça ne déroge pas à la règle, on va dire. Mais c'est pas pour autant que c'est pas bien fait. C'est pas parce que c'est simple que c'est forcément mauvais ou pas assez. La chose importante en fait, c'est que Phoebe a des vrais commitment issues. Elle a très peur de l'attachement parce que elle se trimballe 30 ans de trauma, parce que vous savez, quand vous êtes l'amie grosse, l'amie un peu bizarre, on vous traite jamais vraiment comme vous êtes et comme vous méritez surtout d'être traité. Et elle a tout ce bagage émotionnel horrible en fait, plus les problèmes qu'elle a eu avec son père et sa mère vraiment qui est pas vraiment mieux je pense, qui font qu'elle a du mal même juste à s'imaginer dans une relation, et ce qu'on pensait finalement être juste une petite romance avec un fond de serial killers, et en fait c'est vraiment Phoebe qui apprend à... Elle grandit un peu et elle apprend à se détacher de certaines choses, et elle apprend à avoir confiance en elle surtout, c'est ce qui est très important, parce que on peut se dire waouh, elle a écrit une thèse,
ça veut dire qu'elle croit quand même qu'elle est super intelligente. En fait non, comme je pense beaucoup de personnes qui de base, même juste des écrivains ou des doctorants, elle a le même syndrome de l'imposteur qu'absolument quasiment tout le monde, je pense. Parfois t'es en mode hey, tu es nulle. Et non, en fait, elle est... Et malgré ses apparences d'une meuf un peu distante, tout ça, elle est pas du tout comme ça, Phoebe. Et je pense que je relate beaucoup à Phoebe, et c'est pour ça que j'ai autant aimé ce livre, ce roman. Vraiment, petit cœur. Je sais pas faire des cœurs avec des doigts. Cœur. Petit cœur sur Sam, quand même. Je pense que c'est le book boyfriend que beaucoup de personnes rêveraient d'avoir. Voilà. Vraiment, il est super compréhensif, vraiment. Incroyable, Sam, vraiment. Be real, Sam Jennings, please. Et aussi pour le frère de Phoebe et sa belle-sœur, qui sont trop mimi. Vraiment, trop mimi. Ils sont un peu trop présents, un peu envahissants, mais ils sont trop mimi. Voilà. Ensuite, j'ai lu Anatomy Love Story. Apparemment, disons que c'était le truc pour accrocher, disait que c'était le livre que le book club de Reese Witherspoon nous arrêtait pas de parler. Le livre dont le book club... Oui, bref, vous avez compris. Ensuite, évidemment, vous le voyez. Regardez-le bien, le nom. Là-haut. Voilà, j'allais l'acheter, hein, évidemment. La couverture est incroyable, il m'a fallu à peu près 4 jours, non c'est pas vrai parce que j'ai lu en une journée le livre, mais il a fallu quelques heures pour me rendre compte qu'en fait le cœur ça faisait la robe, parce que là il y a une personne en fait. Enfin voilà, donc ça parle de Hazel Sinnett, qui est une lady d'une famille quand même assez reconnue d'Édimbourg, parce que ça se passe à Édimbourg, qui rêve d'être docteur, mais c'est le début du 19e siècle, et les femmes elles peuvent pas être docteurs en fait. En plus elle rêve d'être chirurgienne, donc on est quand même au-delà du docteur quoi. Et pour pouvoir passer l'examen d'entrée pour être chirurgienne du coup, elle se fait passer pour son frère pour suivre les cours de chirurgie du docteur Beecham qui est le docteur. Je dis le chirurgien, le docteur, c'est quand même le mec dont l'arrière-grand-père, non, le grand-père a inventé des trucs super ouf. Lui-même suit et a sorti plein de comment dire, de nouveautés surtout et de... Oh mince. Bref, grâce à lui, la médecine, elle a fait super beaucoup de progrès. Elle a fait énormément de progrès. C'est super beaucoup, sérieusement, je viens de dire ça. Et donc, elle veut suivre ses cours, sauf que elle se fait choper et elle se fait renvoyer des cours. Mais elle passe un deal avec le docteur Beecham. Si elle passe le concours d'entrée et qu'elle le reçoit, elle est admise pour être chirurgienne. Et il pourrait potentiellement ouvrir son académie, enfin son truc, à des femmes aussi. Ses cours et tout. Plus que son truc. Mais pour pouvoir s'exercer, Hazel, elle a besoin de corps. Et justement, elle tombe, mais vraiment par le plus grand des hasards, sur Jack, qui est un marchand de corps. En fait, il va déterrer les gens. C'est un faux fossoyeur. Vous voyez, un reverse fossoyeur. En fait, lui déterre les cadavres et les revend à justement des étudiants en médecine pour qu'ils puissent se faire la main dessus. Sauf que en ce moment dans le livre, tous les gens de son acabit, les Resurrection Men, ben il se passe des choses bizarres avec eux, en fait ils disparaissent, tout ça. Enfin c'est assez mystérieux. Et voilà, c'est ça en fait. C'est le corps... Comment dire en français ? Le cœur de l'histoire. Bien évidemment, comme le titre l'indique, c'est une love story. Et je pense que c'est le premier point sur lequel je vais revenir. C'est que pour moi, et du coup j'ai mis 4 sur 5, parce que c'était quand même vachement prometteur malgré ça. Pour moi, elle ne tient pas, la romance. Et c'est là où je vais m'énerver. C'est... Dans le résumé
Et même quand on les voit les uns avec les... Enfin, on voit Jack avec Hazel et tout, on se dit, on part sur un bon amour impossible, un truc du genre. Bah, en fait, c'est pas du tout le cas. À aucun moment... Dans ce genre de truc, en général, il y a quelqu'un qui se met au milieu, où il y a des regrets, où il y a je vais te laisser partir parce que tu mérites mieux, ou je ne peux pas, enfin, ce genre de choses. Et il n'y a jamais ça. Pour moi, la complexité de la relation, elle passait pas en fait. C'était pas possible. C'était. En plus, je l'ai trouvé creuse. Déjà, Jack, je l'ai trouvé. Sur les petits chapitres où on le voyait, je le trouvais, en tant que personnage principal, je le trouvais super intéressant. Sa vie au théâtre, ce genre de choses. Sa manière de penser, j'ai trouvé vachement intéressante. Mais une fois qu'il était avec Hazel, il servait à rien en fait. Il était vachement creux. Donc, soit Jack avec Hazel ou la relation des deux ensemble, pour moi, c'était super superficiel. C'est trop superficiel en fait pour que j'y croie. Il y a un tome 2, sachez-le, je l'ai précommandé. Donc, ça veut dire que j'ai quand même aimé. Moi, ce qui m'intéressait vraiment dans cette histoire, c'est comment Hazel, elle allait pouvoir se faire la main en tant que chirurgienne et NIQUR la tronche de tous les mecs qui lui ont dit mais tu peux pas faire ça, t'es une meuf. Voilà, c'est ça qui m'intéressait moi, finalement. Alors que ça s'appelle Anatomy Love Story et je me suis dit ah ça va être super intéressant de voir une histoire ficelée comme ça entre un gars qui déterre des cadavres et une meuf qui veut devenir chirurgienne et qui peut pas, même si elle est noble, elle a quand même pas le droit. Moi c'était ça qui m'intéressait et finalement je me suis rabattue sur autre chose. Donc heureusement que j'ai pu me rabattre sur autre chose. Mais ça m'a un peu déçue. Mais pour une fois, j'étais déçue. Mais j'ai réussi à me raccrocher à autre chose, ce qui n'était pas le cas dans le livre de Kate Morton, là. Donc j'arrête pas de parler parce que... Sinon, vraiment, ce qui m'a plu incroyablement... Oh, attendez. J'ai parlé de la shallowness. Je pense qu'on dit comme ça en anglais, du fait que ce soit vraiment très superficiel parfois. Ça va même pour le docteur Beecham, que j'ai trouvé trop... Je dirais presque monolithique. Vraiment, je l'ai trouvé pas assez nuancé comme personnage. Et ça m'a un peu gavé, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il apparaissait, je suis là, ouais, ok. Sauf que c'est un personnage important, donc quand on ouais, ok, un personnage important, c'est quand même pas... C'est pas incroyable, quoi. Mais après, c'est un premier roman, je pense, de d'Anna Schwartz. Peut-être que j'apprenne maintenant, à un moment donné, à vous dire le nom, enfin le titre, le nom de l'auteur et la maison d'édition. Donc nous reprenons Anatomy Love Story de d'Anna Schwartz chez les éditions Piatkus. Piatkus. Oh là là, c'est dur ça pour les 10. Mais bon. Voilà. Donc c'est un premier roman, donc je ne pouvais pas m'attendre non plus à que ce soit tout parfait. Parce que le style d'écriture est vraiment correct, même si parfois on était un peu où je me disais oulala, c'est un peu plat. Mais c'est un premier roman, donc moi ça, je m'inquiète pas du tout sur le fait que dans la suite il va y avoir un développement majeur dans la qualité, le style aussi, mais la qualité d'écriture de Dana Schwartz, je ne m'inquiète pas du tout sur ça. Je n'ai aucune inquiétude, voilà. Puisque finalement il y a des choses que j'ai appréciées, et on va vraiment parler de la description d'Édimbourg début 19e, qui est l'ambiance un peu... je sais pas comment dire. L'ambiance vraiment... On n'est pas sur un... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce mot. On n'est pas trop dans une ambiance gothique, parce que j'ai vraiment du mal à imaginer une ambiance gothique dans une ville. Mais on est dans cette ambiance un peu vraiment... plutôt genre mystique, un peu comme ça. J'ai bien aimé. Vraiment, vous voyez, un truc super foggy. On marche dans le... Bah, Édimbourg, quoi, en gros. Mais vraiment, la manière dont on marche dans Édimbourg maintenant, ce qu'on ressent, mais vraiment version 100 000, quoi. C'était puissant, vraiment, hein. Je m'y croyais trop et ça fait un peu... Ça, c'était bien. Toute la partie sur la condition féminine était vraiment très bien aussi. Pas de soucis là-dessus, même si parfois j'étais là, alors ça m'étonnerait quand même, mais plutôt dans un aspect historiquement exact, vraiment au centimètre près par rapport à la quantité de mots qu'il y a dans le livre. Donc c'est vraiment probablement juste moi qui suis très
relou. J'en demande peut-être un peu trop sur certaines choses, parce que finalement, s'il y a des grenouilles qui reviennent à la vie, on peut changer certains trucs. Hein. C'est pas non plus... Enfin, je lis pas une biographie de quelqu'un de réel qui habite à Édimbourg en 1817, donc ça me dérange pas. Notons que Hazel, en tant que personnage principal, c'est super intéressant de voir comment elle évolue. De toute façon, c'est pas grave, ma mère elle s'en fout de moi, donc vas-y, j'y vais. Mais d'une certaine manière, on a l'impression qu'elle idéalise vraiment trop la vie de chirurgien, le monde, comment il est en dehors de son château, enfin de sa tour d'ivoire. Et puis elle se prend les pieds dans le plat, quoi. Mais c'est pas grave, je veux dire, elle apprend, la vie, c'est comme ça. Et du coup, face à ça, il y a les pauvres d'Édimbourg qui sont super bien décrits et super attachants et enfin, que ce soit la bonne ou la gouvernante ou le cuisinier ou bien même les gens du théâtre dans lequel travaille Jack, on s'y attache, il n'y a pas de souci, c'est super bien décrit comme ce que c'est de vivre dans la pauvreté à Édimbourg en 1817. Néanmoins, par rapport à certaines personnes dont j'ai lu les avis sur Booknote, je ne dirais pas que c'est un livre sur la lutte des classes quand même. Même si parfois ça fait un peu les riches ils sont pas très gentils et les pauvres ils sont trop mimi. Mais non. Voilà. Du coup j'espère vraiment, et je l'ai commandé le tome 2, donc c'est que je m'intéresse plus au développement d'Hazel en tant que personnage, en tant que femme, libérée un petit peu des carcans de la noblesse, quoi, plutôt que de l'évolution de sa relation avec Jack, parce que donc énervé. Mais j'ai quand même mis 4 sur 4 parce que j'ai trouvé qu'il y avait tellement de choses. En vrai, j'aurais dû mettre 2 même, parce qu'on te vend a love story et pour moi, elle n'a pas pris. Bref, 4 sur 5 pour la suite. Ensuite, je garde les 2 gros pour la fin parce que là aussi je vais être énervée et je pense qu'on n'a pas besoin de s'énerver 2 fois. Voilà. Walkenhurst de Michelle Paver chez Head of Deuce. Regardez, il est trop mignon le petit logo. Mais pourquoi il y a une chouette alors que la chouette c'est l'emblème d'Athéna? Bref. Attendez, il me faut encore boire parce que... D'ailleurs, c'est ma petite tasse Charmed parce que c'est bientôt le hiatus de la saison de rugby, comme il y a la Coupe du Monde, donc on va faire un petit hiatus rugby ici aussi. L'histoire de ce livre est incroyable. Je passais 10 minutes à vous raconter son histoire. Quand j'habite en Angleterre, je suis allée un jour dans une librairie avec... C'était chez Waterstones, mais parce que je passe ma vie à Waterstones et je crois qu'il y avait que celle-là, là où j'habitais. J'étais allée avec une amie, parce qu'on cherchait des cadeaux d'anniversaire, et il y avait un acheté à un moitié prix, maintenant vous commencez à connaître la rengaine, et j'avais acheté Walkenhurst, et elle avait pris un autre pour qu'on paye les livres juste, la moitié du prix quoi. Et je l'ai ramené un été, donc ça devait être l'été 2020 je pense, chez mon grand-père pour le lire. Et je l'avais jamais récupéré. Et j'étais, là, pendant les vacances chez mon grand-père, j'étais dans la chambre où il y a la bibliothèque de ma tante. Et je vois ce truc comme ça, et je lis Walkenhurst. Et je lis le résumé. Et d'un coup je me dis, mais t'es con, c'est ton bouquin en fait. Et c'est surtout le petit sticker qui m'a vraiment fait dire, ah oui, c'est le tien, celui que t'as acheté à Reading, c'est le tien. Donc... Voici de quoi ça parle, roughly, parce qu'elle est assez compliquée l'histoire à raconter en genre 5 mots, 5 lignes même. Ça parle du manoir. Est-ce que c'est Walkenhurst qui s'appelle le manoir ou c'est le ville qui s'appelle comme ça? Vous voyez un peu mon niveau de sérieux. Bref, à Walkenhurst, il y a un manoir du coup qui est à côté d'un marais. Voilà. Et ça raconte l'histoire de Maud, dont le père est un historien qui,
Je précise que c'est dans les années 1915-1920. Et son père est un historien et il étudie le journal d'une femme qui... genre tout le monde pensait que c'était une sorcière et elle avait des... genre tout le monde pensait aussi qu'elle était possédée, enfin bref, ce genre de truc. Et un jour son père découvre une fresque sur l'église et il croit qu'en fait cette fresque qui s'appelle The Doom, donc vraiment genre... Doom, c'est comment en français? Doomsday, c'est le jour du jugement dernier, donc vous voyez un peu l'ambiance quoi, avec le diable dessus, et il pense qu'en fait du coup, en nous découvrant ça, il a laissé sortir le diable. Et l'histoire se déroule sur quelques années, donc Maud d'abord c'est une enfant et ensuite elle devient ado. Et ensuite, le problème c'est que son père, il commence à chercher le diable, à ne plus rentrer, à... en fait son père il perd la boule totale dans sa lutte contre le diable. Et son père, le père de Maud en fait, pense que ça vient du fen, du français, du marais. Sauf que dès le début, on a... Je vous en sens très mal en fait, je me rends compte, mais dès le début, on a Maud qui, pour sauver sa mère, elle prend un os et elle dit à l'os devant le fen, devant le marais, le marais, si tu sauves ma mère, et ben voilà, je ferai ça et tout. Enfin, en gros, elle fait des petites... Qui n'a pas fait ça, genre petite sorcellerie dans son jardin, parce que ça c'est dans sa chambre. Donc il y a des éléments comme ça. Et en fait, Maud, en grandissant, elle devient la secrétaire de son père et elle tape à la machine tout ce que lui, il fait de la traduction du livre de cette femme-là, qui était sorcière, apparemment. Donc voilà. Et le gros truc, c'est qu'un jour, le roman commence par le fait que son père est en prison parce qu'il a tué quelqu'un et que on se demande bien comment que c'est possible parce que son père a été retrouvé dans un trou. Comment il aurait pu tuer la personne si c'était dans le trou? Voilà. C'est le grand mystère de comment est-ce que cet accident s'est passé. Cet accident, non, c'est un meurtre. Ce meurtre s'est passé. Qui a tué le gars? Comment son père il a pu tuer cette personne? Comment et pourquoi surtout? Et voilà. En fait, pendant tout le roman, on oscille entre le surnaturel, vraiment surnaturel un peu, et la folie du père de Maud. Vraiment, est-ce que il s'est pas juste tellement... Il a pas juste tellement été obsédé par d'abord par le marécage, ensuite par le livre et enfin par la fresque, qu'il en a perdu la tête en fait. Ou est-ce que c'est plutôt... Est-ce qu'en ouvrant ça, il a pas ouvert une malédiction et du coup, ben, c'est ça qu'il a sur la tête. Dit comme ça, je vous jure que c'est très bizarre, mais quand on le lit, tout fait sens. Tout fait sens. Parce qu'au début, quand j'ai lu les premières pages aussi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est das? Vraiment, j'étais là, what the hell, guy? Mais ça fait ultra sens. Et du coup, je vous le dis tout de suite, si vous vous attendez à voir du surnaturel à tous les coins de rue, ce n'est pas du tout ça. On est sur un thriller gothique vraiment... Dites-vous que parfois Jane Eyre c'est considéré comme un roman gothique pour tellement juste l'ambiance et le mystère. Ben là c'est un peu ça quoi. On voit pas, il n'y a pas des vampires, des machins, des trucs comme ça. Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais il n'y a pas d'horreur en fait, vraiment. Enfin si les horreurs c'est les choses qui se passent dans la tête du père de Maud, vraiment. Et du coup j'ai mis 4 sur 5 parce que même si j'ai vraiment apprécié et que j'ai lu d'un trait, franchement j'arrivais pas à m'arrêter de lire. J'ai lu genre 100 pages en 1 heure quoi parce que j'étais en mode oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ça m'a vraiment happée. Mais quand on lit dans le résumé Maud's battle has begun. She must survive a world haunted by witchcraft, the age-old legends of a beloved fan, and the even more nightmarish demons of her father's past. Mais qu'on voit jamais ce genre de choses en fait. Parce que c'est super subtil, c'est très subtil, mais moi je m'attendais à bien plus. Donc ça m'a un peu déçue. Sinon ça méritait 4 sur 5. Si moi on m'avait dit au début, juste on aurait enlevé
Le Spanning Five Centuries, déjà, ça m'aurait bien moins énervé de pas avoir ce qu'on m'a vendu, parce que tu me dis à travers 5 siècles, ben moi je pensais que à Walkenhurst il y avait eu des trucs pendant 5 siècles et que c'est ça qui allait avoir des répercussions sur la maison et sur le père de Maud, sauf qu'en fait les travers de 5 siècles c'est juste le journal de cette dame là, celle qui est sorcière, enfin c'est probablement juste une femme normale en fait, hein, mais bon, c'est à l'époque. Et voilà. Mais sinon, très bon thriller gothique, vraiment. Il y a les 2 derniers, parce qu'ils vont ensemble. Donc, le tome 2 et le tome 3 de la trilogie Kingdom de Kerry Maniscalco. Je vous avais parlé du premier, oui. Donc, pour rappel, dans le premier tome, Emilia, qui est une sorcière à Palerme, dans un espace-temps incompréhensible, trouve le corps de sa sœur ultra mutilé. Pour trouver le meurtrier, elle s'associe avec un démon. Enfin, elle plonge un peu dans la magie noire, un petit peu, et elle s'associe avec un démon, Wrath, qui est un des princes de l'enfer, puisqu'il correspond au péché capital colère. Voilà, donc ils sont 7. Et ils enquêtent donc pour trouver le meurtrier de sa sœur. Pourquoi est-ce qu'il la tue? Pourquoi est-ce qu'ils ont tué d'autres sorcières? Pourquoi est-ce que d'autres sorcières ont été tuées? D'autres sorcières qui étaient en liste pour être la femme, hein, parce qu'il n'y en a pas plusieurs, la femme de Pride, donc orgueil, le frère de Wrath qui, à cause d'une malédiction, est enfermé en enfer. Basically. Et je vous avais dit que j'avais tellement aimé le premier. Moi j'avais mis que 4 sur 5 parce que. Je sais plus, vous regarderez la review. Donc j'ai lu le tome 2 Kingdom of the Cursed et le tome 3 Kingdom of the Feared qui sont chez Hodder and Stoughton. J'ai vu que le tome 1 Kingdom of the Wicked, donc le royaume des damnés, avait été traduit. Donc le royaume des damnés en français, donc il a été traduit et il est sorti, ça doit être de ça que je suppose. Et que Kingdom of the Cursed, donc le royaume des maudits, je suppose qu'ils l'ont dit comme ça, sortait cet automne, en octobre je crois. Donc ça veut dire que Kingdom of the Feared ne va pas tarder à sortir. Et si ça vous intéresse, le prochain de Kerry Maniscalco. Oui, et du coup si ça vous intéresse, je reprends, ça vous intéresse, le spin-off de la trilogie qui s'appelle Throne of the Fallen sort en octobre. J'espère vraiment choper l'édition limitée de Waterstones parce qu'il est tellement beau, j'espère violet et tout. Donc voilà, je suis devenue accro. Même si vous allez voir que je suis un peu énervée. Mais le spin-off est sur Envy, qui est pour l'instant, tout ce que j'ai lu, puisque j'ai lu la trilogie complète, qui est mon Wicked, mon prince de l'enfer, mon Malvado préféré. Donc je suis refaite vraiment. Et j'espère que ce sera plus à la hauteur de Kingdom of the Cursed que de Kingdom of the Wicked. Alors il y a déjà une chose qu'il faut que je dise d'abord, c'est que la série Kingdom, donc les 3, je vais peut-être aller chercher comme c'est pour un truc. La série Kingdom est classée comme Young Adult. Mais on a un problème quand même. Les deux là, il y a du cul. Je vais dire le mot cul parce que c'est vraiment du cul. Une page sur 6 quoi. Enfin un chapitre sur 6 c'est ça. Et dans celui-là c'est bien pire encore j'ai l'impression. Tout le monde disait Kingdom of the Cursed ça passe en mode smut tout le temps. Non mais celui-là, hello. Elle pense qu'à ça Emilia là-dedans. Bah, enfin elle peut bien le faire, je veux dire. C'est Emilia. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais c'est Young Adult quoi. C'est Young Adult et je me tape des scènes pires que dans... Scènes pires non, mais des scènes bien plus explicites que dans Demonica ou d'autres livres de Larissa Young qui elle y va quand même quoi. Parce que ben c'est de la bitlit et donc tout le monde fait bien ce qu'il a envie, tout le monde s'éclate parce que parfois je trouvais que ça ressemblait un peu plus à... de Larissa Young, plus à...
Au Cavalier de l'Apocalypse que j'adore, même si le féminisme dedans est inexistant. Bon, on commence par Kingdom of the Cursed, que j'ai trouvé. Je pense qu'avec Pestilence, donc des Cavaliers de l'Apocalypse de Larissa Young, c'est le meilleur livre du genre que j'ai lu, mais de toute ma vie en fait. Je l'adore. Donc, spoiler, si vous n'avez pas lu le premier livre, à la fin, Emilia va en enfer parce qu'elle pense qu'elle trouvera plus facilement le meurtrier de sa sœur. Donc là, elle arrive en enfer. Donc on a une description. Franchement, c'était super bien. Même si j'y crois pas une seconde que ce soit comme ça. Stylé. La description du monde était super bien. Les rencontres avec les autres frères, ils ont chacun une personnalité propre. On en apprend un peu plus sur la malédiction qu'il y a sur Pride. On apprend surtout que Draft s'est foutu bien allègrement de la gueule d'Emilia dans le tome d'avant, mais bon, ça c'est un prince de l'enfer. Enfin, il lui a dit je suis un wicked, tu t'attendais quoi de moi, franchement. Et sa grand-mère lui aurait dit la même chose. Il y a une scène que j'ai vraiment aimée. C'est enfin une scène non, mais il y a un arc entier sur le fait que va y avoir un espèce de bal et que elle est invitée, c'est l'invitée d'honneur et tout. Et toute la préparation à ce bal, c'était drôle. Enfin, c'était drôle. Non, mais parce qu'en fait, à bout d'un moment, à partir surtout du tome 3, j'ai commencé à prendre les choses bien moins sérieusement parce que sinon je pense que je me serais éclaté la gueule dans le livre. Donc bon, j'ai trouvé que vraiment, elle commençait à s'ouvrir, Emilia Avrath, d'une manière qui paraissait presque normale. On est loin. Alors déjà, ils ont pris du temps. Ils ont pris vraiment du temps. On n'est pas sur un, si, on est sur un slow burn quand même. Mais on n'est pas sur du creux de ouf comme dans Anatomie. Leur relation fait du sens, et ça me plaît, ça fait du sens. Bien loin de toutes les prophéties, de toutes les malédictions et tout, leur relation tient la route. Il me reste 3 minutes, et je pense qu'en 3 minutes j'ai le temps d'être énervée. Entre les 500 1800 scènes de smut, cul, sexe, ce que vous voulez, Lemon, si on est sur Wattpad en 2012, on a toutes les révélations qu'on nous promet depuis The Wicked qui tombent, mais qui tombent comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça ne fait plus de sens. Mais plus rien ne fait de sens. Honnêtement, ils ont commencé à introduire 6000 trucs. Les feared. Alors en soi, en tant que ressort narratif, je comprends direct 10 000 fois les feared pour. J'ai encore pas envie que. Ça spoil légèrement, d'accord? N'écoutez pas. Je comprends le ressort narratif dans le sens où j'ai pas envie de nouveau de faire un mec âgé de je sais pas combien de milliers d'années qui est avec une meuf de 17 ans, quoi. Enfin 19 ans maintenant là quasiment, parce que bizarrement le temps passe très vite dans ce truc. Ça je comprends. Mais sinon non. Moi le trope de la révélation de oh mon dieu, en fait c'est un être super puissant qui ne le savait pas, moi il me casse les couilles ce trope. Je ne le supporte pas, quoi. Surtout que quand c'est mal fait, et dans celui-là, c'est ultra mal fait. Je n'aurai pas le temps entre 1 minute 40 de tout dire parce que je suis énervée. Attendez, je coupe et je remets. Désolée si le cadre a un peu changé. J'ai dû sortir ma carte mémoire, la vider, la remettre parce que j'ai jamais pensé à acheter une nouvelle carte mémoire. Enfin si, j'en ai une autre mais je sais pas où elle est. Donc bref. Revenons à Kingdom of the Feared. Oula, je suis en train de tout casser parce que je suis énervée. Ah oui, ce que j'ai pas dit non plus, c'est que après celui-là qui était incroyable. Je fais ce que je ne fais j'ai fait ce que je ne fais habituellement pas. J'ai lu direct le suivant. En général, j'arrête parce que j'essaie de couper la hype au cas où ce soit naze. Et là, je me suis dit hey, tu l'as tellement aimé, la suite, elle doit être dans le même genre. Mais c'est comme si j'étais allée à un concert de Queen et que je me retrouvais à aller voir le pire tribute band ever. Vous voyez genre le downgrade. Donc bref. Donc je disais que, je le répète, ça va spoiler un tout petit peu quand même. Je vais pas spoiler les grosses révélations parce que mais en fait il n'y a pas de grosses révélations, voilà, c'est tout simple. Donc
le trope de je suis en fait un être surpuissant qui ne le sait pas, ça m'a cassé les pieds. Et ça me casse les pieds tout le temps. Et donc comme je le dis, en plus c'est mal fait là-dedans. Parce que ça sort d'absolument nulle part en fait. J'aurais tellement préféré qu'ils disent qu'en fait Emilia c'est la prima Strega qui ne le sait plus. Et que en fait sa fille elle l'a donnée à Pride et puis Pride il l'a malmenée et du coup elle était énervée. Ça m'aurait 1000 fois moins déplu plutôt que la révélation de là où j'ai eu l'impression qu'en fait on pouvait supprimer la mémoire d'absolument tous les personnages comme ça en fait. Je là, ah bah toi aussi t'as un truc caché, ah bah toi aussi t'as un truc caché, oh toi aussi t'as un truc caché qui ne le sait pas, oh là là, oh. Ça m'a cassé les pieds, vraiment. Et du coup celui-là je l'ai lu très vite pour m'en débarrasser. Y a ça, il y a les révélations. Alors, la prima Strega qui débarque comme ça, alors que c'est celle qui cherche depuis le début. La curse qui est expliquée en 3 secondes. L'autre là, qui est en mode super vénère et qui après n'est plus vénère. Alors, Emilia qui change de personnalité toutes les 4 pages, ça m'a saoulée aussi. Alors, je veux bien qu'elle soit prise dans la dualité de sa véritable identité et de son identité en tant qu'Emilia la sorcière. Mais si un jour si à 1 minute t'as envie de découper la tête de quelqu'un et l'autre d'après tu la protèges, au bout d'un moment, lourd quoi. Il y a aussi que j'ai trouvé que Wrath il servait à que dalle là-dedans. Il aurait été mort, ça aurait été la même chose, hein, vraiment. Oh, c'est la tempête dehors, super. Il y a la révélation sur le mode, l'environnement dans lequel elles ont grandi, qui est faux. Et en fait, je me suis fait des nœuds dans le cerveau à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Est-ce que ça veut dire que les gens qui étaient là sont faux? Comment est-ce que les autres gens accèdent à cet endroit? Mais en fait, il n'y a aucune révélation sur ça. Et je me suis dit... Quoi? Comment? Pourquoi? Expliquez-moi. J'ai vraiment... Ça, c'est un truc... Alors, je conscience que je suis peut-être trop picky pour ce genre de choses, mais moi, j'ai besoin de comprendre comment le système magique, il est fait dans un monde fictif, sans pour autant qu'on me barbe pendant 80 pages, quoi. J'ai pas envie de lire Émile Zola du surnaturel, ça m'intéresse pas. Mais je me suis dit, how is this even possible? Du coup, c'est quoi la vraie timeline? On est en quelle année à l'extérieur, là, en fait? Est-ce qu'il y a même un extérieur ou pas? Est-ce qu'il y a des vrais gens qui habitent quelque part? Ou pas du tout? Tout ce genre de choses, moi, ça m'a énervée parce que c'est des réponses dont j'avais besoin, en fait, pour mieux percevoir le monde fictif dans lequel ils évoluent, les personnages, et aussi pour mieux moi m'intégrer dans ce monde fictif et mieux avoir envie de rester dedans en fait. Donc ça m'a... En fait, j'y pense, hein, mais je pense que ce livre-là, il n'avait pas besoin d'être si celui-là, il avait été des 400 pages quasiment qu'il y a là-dedans. Il aurait fallu en mettre 130 dans le deuxième et c'était suffisant. Parce que finalement ça tombe à mort à plat, franchement à plat de ouf pour moi. Il y a aucun... Il faut break the curse, il faut casser la malédiction, briser la malédiction pour que Emilia et Wrath puissent être ensemble. Mais à aucun moment tu me donnes un élément qui va faire que je vais douter du fait qu'ils puissent être ensemble et qu'ils puissent ne pas réussir en fait. Enfin, je vais douter du fait qu'ils puissent réussir à briser la malédiction. On m'en donne absolument aucun élément. Donc moi, je savais. Il y avait un peu le même genre dans ça. Puisque elle doit trouver un miroir pour trouver... Ah oui, parce que l'issue de Kingdom of the Curse, c'est de trouver le vrai nom de Wrath. C'est ça qu'elle veut faire. À un moment donné. Et il n'y a absolument aucun issue vraiment que je trouve incroyable. Enfin... Mais... la résolution est assez simple, mais en même temps c'était juste trouver le nom. C'était trouver l'endroit où il fallait trouver le nom qui était un peu plus compliqué. Et en fait c'est si elle disait le mauvais nom de Wrath dedans, elle allait mourir en fait. Et je pense y avoir cru à peu près 2 pages. C'est déjà mieux que là où j'y ai cru absolument 0 page parce que pour briser la malédiction il faut qu'il la tue en fait. Mais il la tue pas pour de vrai. Elle va pas rester morte en fait, on n'est pas sûr qu'elle reste morte. Le truc c'est, oh mon dieu, alors parce qu'il nous l'a fait, attendez, là ça va spoiler un petit peu. Pour
qu'Emilia puisse redevenir la personne qu'elle était avant, toute puissante et tout, il faut qu'on lui arrache le cœur. Et Envy lui dit que l'immortalité devrait normalement, même 1% d'immortalité, ça prime sur 99% de mortalité en fait, et qu'elle devrait survivre. Sauf que Vlad lui dit ah tu vas peut-être mourir, ne le fais pas. Mais à aucun moment j'ai des doutes qu'elle va mourir. Déjà premièrement parce qu'il reste ça. Donc non, tu ne vas pas mourir. Hein. Et aussi parce que rien ne me fait douter de l'issue en fait. Et ça c'est très chiant. Moi j'ai envie de douter en fait. J'ai pas envie de lire un truc où j'ai envie que les gens meurent. J'ai envie d'angst. Que j'ai envie de frapper le livre sur ma tête parce que je suis énervée du tournant négatif, voire enfin du tournant des obstacles en fait qui se mettent dans cette histoire plutôt que de me claquer la tête sur le livre parce qu'en fait la femme me saoule. En plus je dis que la femme saoule mais j'ai bien aimé la manière dont est tournée la fin. Même si ça utilise un autre trope que je déteste, mais bon ça... Shadow and Bone. Est-ce que vous entendez le chien qui est en train de claquer des dents là? Ruby, couche-toi. Oui, je disais, pour donc le dernier obstacle qui est de briser la malédiction pour toujours. Déjà, alors pour briser la malédiction, il a fallu qu'elle fasse 38 enquêtes qui ont duré 4 pages, parce que voilà. Et en fait, c'était sous son nez depuis le début, mais j'ai l'impression que tout était sous son nez depuis le début, elle est juste bête ou quoi? Enfin... Genre, j'aimais trop Emilia, mon personnage préféré. Emilia, plus mon personnage préféré. Non. Et du coup, bah, pour la fin, déjà, j'ai vu qu'il restait pas beaucoup de chapitres, donc je me suis dit... Déjà où est l'angst? Où est le doute? Où est... Rien. Rien. Et il y a des auteurs qui savent pas écrire de fin, je veux dire, c'est pas grave, hein, on ne peut pas tous savoir écrire des trucs incroyables, mais ça m'a rien provoqué en moi en fait. Je suis juste là, ah ouais, cool, ok, allez, suivant. Alors que là, je suis en mode, oh my god. Je pense même que je me suis... Je pense même que je l'ai dit à voix haute et qu'on m'a entendu dire, oh my god. Nyeh. En plus, j'ai lu pendant la canicule. Je sais pas si ça aide ou pas. J'ai lu avec ma petite lampe frontale parce que les volets c'était fermé toute la journée. Je me suis donné de la peine pour ce livre, d'accord? Et il m'a rendu rien. Si. Il m'a rendu du contenu sur Envy. Je l'aime trop. Donc, moi, je suis super contente que la suite soit sur Envy. Mais sinon, à part lui, j'ai eu aucun rayon de soleil là-dedans. J'avais besoin qu'il y ait des choses... qu'il y ait des choses à mettre en péril, en fait. Il n'y avait aucun enjeu. Voilà, c'est ça. J'avais besoin qu'il y ait des enjeux super importants, mais j'en ai trouvé aucun, et c'était très chiant. Enfin, c'est pas très chiant, mais du coup, je suis là, ah ouais, ok. J'ai l'impression de lire, je sais pas, un livre sur une bataille chiante de guerre napoléonienne, quoi. Vraiment. Non, mais j'avais besoin qu'on nous montre quelqu'un qu'à la fin, il y a quelqu'un qui se sacrifie. Mais pas forcément Rolf ou Emilia, mais j'avais besoin d'un sacrifice d'un personnage important. On nous a claqué. J'avais pas envie que ce soit encore une énième meuf qui meurt, parce que je l'aimais trop au Fauna en plus, mais on nous apporte des nouvelles filles, des nouvelles figures, des nouveaux personnages et tout. La primace Reggae pouvait pas vous en débarrasser. Ah bah non, elle est immortelle. Donc on la glace juste, d'accord, ok. Mais on en fait quoi en fait de ça? Les vampires, ils étaient avec elle, pourquoi est-ce qu'ils interviennent pas? Et ça. Alors oui, il va y avoir 3 livres après, mais tu peux pas... Dans mon cas de lectrice, et peut-être même un peu d'autrice, tu peux pas finir une trilogie avec encore 42 portes ouvertes, parce que tu vas pas pouvoir garder les 42 portes ouvertes, même si t'écris encore 3 livres, en fait, c'est pas possible. Il va forcément y avoir des bouts qui ne vont pas aller avec, en fait. Enfin, il y a des choses des portes qui vont rester ouvertes, et c'est super frustrant. C'est frustrant. Voilà, en fait, ce livre était frustrant. Et moi, je suis quelqu'un de très vite frustré. Voilà, j'en parle avec ma psy. Je suis ultra frustrée par ce livre. Donc, je crois lui avoir mis 3. C'est-à-dire que j'ai mis 4 à Kingdom of the Wicked, 5 à Kingdom of the Cursed, et 3 à Kingdom of the Feared. Et j'ai vu qu'il y a plein de gens qui l'ont aimé, donc je pense que... Alors, je sais aussi qu'il y a des gens qui savent pas lire, hein. Ils n'ont aucune compréhension de ce qu'ils disent. Mais... Non. Mais enfin, je veux dire, en soi, la trilogie, je la
garde près de mon cœur la trilogie entière, pas que celui-là, parce que déjà, en fait, il fallait s'en douter. Quand j'ai reçu d'Amazon 2 en format paperback et 1 en format hardcover, c'est qu'il y avait déjà une couille pour le 3e. J'aurais dû m'en douter. Mais c'est une trilogie que j'adore, que genre vraiment je hold dear. Elle me tient à cœur vraiment. Peut-être plus qu'aucune autre avant, vraiment, à part Les Cavaliers de l'Apocalypse de Larissa Young que j'adore. Je sais même pas où ils sont les livres, je ne les retrouve plus. Vous vous rendez compte de ça? Je les ai perdus dans un déménagement. Enfin, je les ai perdus dans peut-être chez mon grand-père, mais j'en sais pas du tout où. J'ai pas eu une trilogie comme ça depuis super longtemps. Et c'est très 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 énervant. Je suis un peu déçue de moi-même, enfin pas déçue de moi-même, mais je suis un peu déçue de vous finir la vidéo sur un demi-coup de gueule avec Anatomy et un gros coup de gueule avec Kingdom of the Feared. En plus, c'est vraiment très dur de... Même là, il y a plein de trucs que j'ai pas pu dire parce que sinon j'allais spoiler de ouf. Et là, pareil, pour le dernier, j'étais énervée, mais il y a plein de choses, d'autres choses qui m'ont énervée et d'autres choses que j'ai bien aimées. D'autres choses que j'ai bien aimées, mais je peux pas vous en parler parce que ça spoil de ouf. Il y a des choses que j'ai bien aimées dans Kingdom of the Feared. Un autre truc, à part Envy. Deux choses, du coup. Mais tout ça, je peux pas en parler et c'est archi frustrant aussi. Mais bon, je préfère que vous découvriez pas vous-même. Mais voilà. J'espère que la prochaine fois que je viendrai vous parler de livres que j'ai lus, je serai moins énervée. Sachant que j'ai prévu de vous parler de ceci pour Halloween, probablement. Donc je vais peut-être sleep on it, parce que là j'ai fini il y a une semaine, Kingdom of the Feared. Peut-être que je serai moins énervée la prochaine fois, mais là j'avais besoin presque de faire une réaction à chaud, pour celui-là en tout cas. Mais j'ai eu un 5 sur 5 quand même, Love in the Time of Serial Killers, et j'ai eu des 4 sur 5. Donc celui-là aussi c'est un 5 sur 5. Mais voilà quoi, d'accord? On se retrouve bientôt, et Laters Gators.